Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler beaux livres. En effet, depuis quelques semaines, j'avais pas trop d'idées vidéo, je voulais faire un tag, je savais pas trop dans quoi m'avancer, et puis en plein milieu de la nuit, il y a quelques jours, tout d'un coup j'ai eu une idée subite de parler de beaux livres, donc de parler de livres que je trouvais vraiment originaux, avec un beau travail d'édition, vraiment des livres esthétiquement très réussis. Et autant vous dire qu'à partir du moment où j'ai eu cette idée, c'était fini, je ne savais plus dormir. Du coup, dès le matin, j'ai été voir dans ma bibliothèque et j'ai recensé une longue liste de livres que je trouvais vraiment très beaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai beaucoup et surtout j'aimerais bien parler un petit peu sur ces livres parce que je trouve ça un petit peu idiot de juste vous les montrer. Du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter 15 livres. Ça fait déjà beaucoup, mais vous verrez, il y en a où j'ai pas grand chose à dire. Je vais vous présenter 15 livres que je trouve vraiment très beaux. J'ai pas su tous les mettre, bien sûr, parce que sinon cette vidéo aurait été trop longue. Et puis, ça me permet de voir si vous aimez cette vidéo, que je puisse vous en refaire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vais pas vous parler de la collection Bloomsbury d'Harry Potter, vous l'avez déjà vu et revu. J'essaie de trouver des livres dont on parle pas forcément souvent, sauf certains dont j'ai déjà parlé, mais la plupart sont des livres dont je vous ai pas vraiment parlé, donc c'était aussi l'occasion de faire découvrir. Dans les 15 livres que je vais vous présenter, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus, donc bien sûr c'est par suite à des recherches sur internet que je peux vous en parler, mais c'est vrai que l'ordre dans lequel je vais vous présenter sera un top 15, mais dans l'ordre de beauté de couverture, donc c'est tout à fait superficiel comme vidéo et j'assume complètement. Je vais commencer avec Belle du Seigneur d'Albert Cohen dans une édition vraiment magnifique. C'est cette édition que vous pouvez encore trouver. C'est publié chez Folio. Ce sont des couleurs très vives, vraiment très belles. C'est une jaquette protectrice en carton. C'est l'édition, je pense, que vous pouvez trouver facilement sans le coffret. Vraiment une édition immense, hein, puisqu'il y a près de 1000 pages. Les pages sont quand même assez épaisses, mais le texte est quand même assez aéré. J'ai pas encore lu Belle du Seigneur d'Albert Cohen, mais le texte est assez aéré et permet, je pense, une lecture agréable, on verra. L'intérieur du coffret est rose et je trouve ça vraiment magnifique. Et alors, petite subtilité, c'est ce signet aimanté, donc un signet en métal. Alors j'espère juste qu'il va pas abîmer mon livre, puisque le but c'est quand même de le soigner un maximum, mais voilà, c'est un signet qu'il faut ranger comme ceci puisqu'il est aimanté, ce que je trouve hyper original, ce que je trouve vraiment très beau. Donc je vais quand même vous dire un petit mot sur l'œuvre, c'est quand même assez important. Belle du Seigneur d'Albert Cohen a été publié en 1968. C'est un livre qu'il a mis beaucoup d'années à écrire puisqu'il a été coupé par la guerre. C'est un livre donc qui se passe dans les années 30. Il fait partie d'une tétralogie, du coup je pense que celui-ci est le troisième si je ne me trompe. Détrompez-moi en commentaire si jamais vous en savez plus. Je pense qu'on peut le lire de manière tout à fait indépendante. Ce livre nous raconte la passion entre le personnage de Solal et le personnage d'Ariane. Un jour, Solal tombe sous le charme d'Ariane en la voyant dans la foule et il décide de la séduire. Alors il va se déguiser en vieillard et va rentrer chez elle et va lire son journal intime. Mais il va se faire surprendre par Ariane et du coup, comme il a été surpris, il en profite pour lui déclarer son amour. Évidemment, Ariane est morte de frousse puisque il est déguisé en vieillard, il est quelque peu effrayant. Solal dès ce moment-là décide de ne pas la lâcher, du coup de mettre le grappin sur cette fille et veut absolument être avec elle. Vont s'en suivre des aventures tumultueuses et fougueuses entre ces deux jeunes gens. Tout ce livre parle de leur amour passionné, mais c'est aussi une critique de la société avec beaucoup d'ironie, en tout cas de ce que j'ai pu en lire. Donc ça critique un petit peu la bourgeoisie et ça critique aussi la société des nations. Ce livre a eu le prix de l'Académie française et honnêtement, c'est pas pour le prix, mais c'est un livre qui me tente beaucoup depuis un petit moment. Donc si vous avez envie de découvrir une belle histoire d'amour, je pense que vous pouvez encore trouver cette édition. On va passer au 14e livre de la sélection. Il s'agit de La Route de Cormac McCarthy, publié chez Point. Donc c'est une édition limitée, d'ailleurs il le précise au début. Je ne sais pas si on peut encore la trouver, moi je l'ai trouvée complètement par hasard alors que je l'avais déjà. C'est un livre qui a été écrit par Cormac McCarthy, c'est assez difficile à dire, en 2006. C'est un livre qui a eu le prix Pulitzer. C'est un roman post-apocalyptique, donc il y a eu un véritable cataclysme qui fait qu'il ne reste plus grand chose de l'humanité. Les rares gens qui existent encore sur Terre font des meurtres et se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. On note aussi qu'il y a quand même un petit peu de cannibalisme puisque c'est un petit peu dur de trouver des denrées, et dans ce livre on suit deux personnages, donc un père et son fils qui vont partir vers le sud pour trouver un monde meilleur, pour essayer d'avoir une meilleure vie si on peut dire.
C'est un livre assez introspectif puisque moi j'avais vu le film qui m'avait assez chamboulé et je pense que le livre est beaucoup plus introspectif puisqu'on est dans la tête du monsieur et à mon avis ça doit donner quelques leçons, j'imagine aussi. Je pense qu'il y a aussi un côté profondément humain puisqu'on est avec un homme et son fils et son petit garçon, donc j'imagine que ça a beaucoup d'importance. Moi j'ai envie de lire ce livre parce que j'ai vu le film qui m'a vraiment chamboulé et dernièrement Opaline m'a vraiment donné envie de le relire. Du coup je suis contente d'être tombée sur cette version complètement par hasard, même si honnêtement mon compagnon a la version que je lui avais offerte et en fait j'aurais dû juste tendre la main pour la prendre, mais bon, vous voyez, quand on voit une belle couverture, moi je sais pas résister. Ensuite on va passer au 13e livre. Alors celui-là je devrais un petit peu plus vous en parler puisque c'est un livre qui ne vous dira peut-être rien si vous êtes français, puisque c'est un livre qui est assez important dans la culture belge. Donc j'ai décidé de vous présenter ce magnifique livre qui est La légende de Eulenspiegel de Charles de Coster. Donc c'est une très belle édition avec un frontispice très coloré hein, qui introduit l'histoire. Et alors on a une carte, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien les cartes dans les livres. Le texte est de nouveau très aéré, c'est vraiment très agréable. J'ai pas encore tout feuilleté mais franchement c'est un beau livre et alors là le dos est vraiment très beau également. Donc Charles de Coster est un Belge en fait qui est né en 1827. Alors il est né quelques années avant vraiment l'indépendance de la Belgique, mais voilà, c'est un Flamand. Il s'intéresse énormément justement au folklore flamand et aux légendes, donc il aime retranscrire, réécrire des légendes importantes, notamment la légende de Sir Halloween qui est un personnage qu'on retrouve dans les œuvres de Michel de Gelderode que j'ai eu l'occasion de lire, que j'aime énormément. Et du coup il a réécrit sa version de Till Eulenspiegel. Donc je vais vous lire le titre parce que c'est un titre à rallonge. Donc c'est la légende et les aventures joyeuses glorieuses d'Eulenspiegel et de l'âme Hutzak au pays de Flandre et d'ailleurs. Donc l'importance de ce livre, c'est qu'il a été écrit en 1867. Donc c'est inspiré d'une légende qui existe, dont la première écriture a été éditée au XVIe siècle. C'est un texte qui vient d'Allemagne, il me semble. Je pense que la légende est germanique. Par contre, la première édition était complètement anonyme. Alors, je vous dis en gros de quoi ça parle. Donc, c'est l'histoire de Till Eulenspiegel. Donc, c'est un jeune garçon donc, qui, du temps de Charles Quint, est accusé de détourner de l'argent de la messe. Et du coup, on va l'envoyer à Rome pour demander pardon au pape. Et puis, sur son chemin, évidemment, vont s'en suivre plein d'aventures puisque Till Eulenspiegel s'attire pas mal d'ennuis. C'est un garçon espiègle, intrépide qui s'attire pas mal d'ennuis. Donc c'est un personnage très révolutionnaire, c'est aussi un personnage qui représente un petit peu l'indépendance de la Belgique. On va devenir un petit peu une figure en fait de l'indépendance, un symbole de liberté dont on entend encore parler. Alors vous en aviez peut-être entendu parler si vous êtes mélomane en fait. Moi j'en ai entendu parler via le poème symphonique de Richard Strauss. C'est un poème symphonique qui est très joli, qui est pas très long. Je vous mets en barre d'infos tout ce qui concerne les œuvres musicales. Donc voilà, c'est ce livre donc nous retrace la légende de Eulenspiegel. Le 12e livre dont je voulais vous parler dans ce top 15, c'est le détective de contes de fées des Sœurs Grimm. Donc ce sera beaucoup plus court hein, que Till Eulenspiegel puisque je vous en ai déjà parlé. C'est de Michael Buckley. C'est un tome 1. C'est un livre qui est vraiment très beau, que j'ai trouvé à 2,50 € dans un truc de seconde main. Voilà, avec des dorures, c'est vraiment très beau. Alors c'est pas un livre ancien, on pourrait le croire comme ça. Ce sont les aventures des descendantes fictives des frères Grimm. Donc nous suivons deux jeunes filles qui vont avoir plein d'aventures en rapport avec les contes. C'est écrit par Michael Buckley de 2005 à 2012. 9 tomes sont sortis en version originale et 6 seulement ont été traduits et ont été publiés chez Pocket. Voilà pour ce livre que je trouve très beau et franchement pour un livre quand même, enfin c'est du carton, hein, c'est pas une reliure mais c'est quand même pas mal du tout et il est pas très lourd. Ensuite le 11e livre, c'est un livre dont je vais pas dire grand chose non plus puisque j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours d'Alison Goodman. Vous le voyez, je trouve que c'est un des plus beaux livres de ma collection. Il est vraiment magnifique, on a un dos sublime, on a
une quatrième de couverture pardon aussi avec des dorures, enfin, c'est vraiment très très beau. À l'intérieur il n'y a rien de spécial, hein. C'est un roman Gallimard jeunesse, donc c'est écrit relativement grand mais assez aéré. Nous sommes en 1812, nous suivons Lady Hélène qui va se présenter à la cour mais qui a un petit peu peur de se présenter à la cour vu que sa mère a une réputation assez négative puisqu'elle a trahi la couronne. Quand elle va arriver à la cour et qu'elle va rencontrer la reine, cette dernière aura une réaction assez particulière à laquelle Lady Hélène ne s'attendait pas du tout. Elle va aussi rencontrer le personnage de Lord Carlson qui est un personnage à la réputation complètement sulfureuse, qu'on n'aime pas trop fréquenter, qui n'est pas trop bon de fréquenter, mais ils vont se voir assez souvent puisque Lord Carlson veut lui parler de certains pouvoirs qu'elle aurait et qu'elle soupçonne elle-même d'avoir. Donc voilà, à retenir sur ce livre, c'est que je l'avais beaucoup aimé et que moi j'avais beaucoup aimé justement la longueur des descriptions, le côté très descriptif du début du 19e siècle en Angleterre. Moi j'aimais beaucoup et du coup à retenir c'est belle robe, magie, jolie description, sensualité parce que le personnage de Lord Carlson a quelque chose, je vous l'assure, et à retenir c'est peut-être un côté un petit peu steampunk aussi dans ce livre. Avec le 9e livre on va également parler musique puisque je vais vous présenter Carmen de Prosper à chaque fois je dis Périmé, je sais pas pourquoi, de Prosper Mérimée. C'est un livre absolument magnifique, je pense que c'est une réédition. C'est une illustration par Monsieur Christian Lacroix pour le livre de poche, s'il vous plaît. Je trouve ça vraiment magnifique. C'est très spécial parce qu'on a une photo de la tête de la bonne femme avec... Voilà, c'est très particulier et on a une tranche rose. Comment vous dire que j'ai très très envie de le découvrir. En plus, il y a des... En plus, je pense qu'il y a des illustrations à l'intérieur et voilà. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau, bah, c'est la raison de la vidéo en même temps. Alors Carmen, vous connaissez peut-être cette histoire puisque Georges Bizet en a créé un opéra fin du 19e siècle. C'est un des opéras les plus connus et si vous êtes un petit peu frileux de musique classique et d'opéra, je pense que c'est un opéra qui pourrait vous plaire parce que il n'est pas du tout ennuyant pour un sou. C'est vraiment de la belle musique. En général, il est bien interprété au niveau de la mise en scène. C'est toujours des beaux décors très, très colorés. Moi j'aime beaucoup et c'est un opéra, moi je le connais par cœur pour l'avoir écouté depuis toute petite, l'avoir regardé dans des versions magnifiques et pour l'avoir joué également, pas en entier mais quelques extraits. Et du coup voilà, je suis tombée complètement par hasard sur cette œuvre. Ce livre est une nouvelle, contrairement aux apparences puisqu'il est quand même... il fait près de 200 pages, donc c'est une nouvelle qui a été publiée en 1847. C'est l'histoire d'un amour impossible entre Don José et Carmen. Donc dans ce livre, nous rencontrons le personnage de Carmen, une bohémienne un petit peu intrigante. Nous rencontrons le personnage de Don José et nous rencontrons le narrateur qui est aussi un personnage à part entière puisqu'il va aussi succomber au charme de Carmen. Carmen est vraiment un personnage qui va envoûter tout le monde et qui va leur faire des actions complètement déplorables. Ce livre est divisé en 4 chapitres, c'est assez particulier puisque c'est un récit emboîté, donc dans le sens où le premier chapitre se concentre sur le narrateur et sa rencontre avec Don José et c'est seulement au 3e chapitre que nous rencontrons bien Carmen avec les fresques de Carmen et la passion tumultueuse entre Carmen et Don José. Donc ce livre est un mélange entre tragédie classique avec un roman picaresque. Donc à savoir, les romans picaresques sont des romans du XVIe siècle issus d'Espagne qui souvent racontent des aventures extravagantes sur un mode autobiographique. Donc c'est un livre moi qui me tente beaucoup, j'ai très envie de voir ce que ça donne Paris. Le 8e livre que je voulais vous présenter, alors c'est pas un seul livre, c'est juste une sélection de livres dont je vais à peine vous parler, je vais juste vous les montrer. Il s'agit des Milady parce que je les trouve vraiment magnifiques. Je devais parler de ces livres parce qu'ils sont vraiment très beaux. Alors à l'intérieur, c'est pas toujours aussi beau, mais en tout cas visuellement c'est très très beau. Donc on a Le Poison de Sarah Pinborough et Charme de Sarah Pinborough et Beauté pardon de Sarah Pinborough. Il y a aussi Charme, mais on le trouve plus dans cette édition. Je crois que c'est une édition qui est maintenant terminée. Si vous la trouvez pas chère dans un magasin de seconde main, franchement revendez-la sur internet parce que ça vaut de l'or maintenant. Donc ce sont des réécritures de contes de manière très très moderne. Nous avons Beauté, réécriture du conte de Blanche-Neige. J'avais bien aimé, c'était un petit peu fantaisie, c'était sympa. Et alors on a Beauté que je n'ai pas encore lu, qui me tenterait bien
même si je dois lire encore le deuxième. Et alors on a La Maison des Morts, toujours du même auteur, de la même auteure, et c'est toujours dans cette édition mais sublime, hein. Franchement c'est magnifique, il fallait absolument que je vous parle de ces livres dans cette vidéo. Ensuite encore un livre dont vous avez déjà entendu parler mais que je vous montre aussi brièvement, c'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Donc le Alice au Pays des Merveilles qui a été écrit en 1865, que Lewis Carroll avait écrit au départ en fait pour des adultes, en tout cas la première édition c'était pour adultes, et puis visiblement il l'a transformé pour que ce soit plus pour des enfants. Et donc c'est cette fameuse édition de Benjamin Lacombe que je trouve sublime, hein. J'aurais pu le mettre en première position, sincèrement, honnêtement, mais comme vous le connaissez sûrement tous, voilà, je vais peut-être pas vous le parcourir ici parce que c'est vrai qu'il a été déjà vu beaucoup de fois. Je pense que c'est un livre que je vous conseille de feuilleter parce qu'il est vraiment très beau. Et toujours en parlant d'Alice au Pays des Merveilles, il fallait que je vous présente aussi Heartless, hein, de Marissa Meyer. On est aussi avec un livre magnifique. Je sais qu'une autre édition de ce livre est tout aussi magnifique, mais que voulez-vous, mon portefeuille n'est pas extensible. Mais voilà, le dos, voilà, c'est très beau. Donc nous suivons le personnage de Catherine qui est la méchante reine. Et d'après l'auteur sur son site, elle a mis une phrase présentant ce livre, c'est « Avant d'être la méchante reine, Catherine était juste une jeune fille qui voulait trouver l'amour ». Et ça illustre le livre visiblement que je n'ai pas encore lu. Le sixième livre que je voulais vous montrer, c'est un livre que vous avez peut-être déjà vu également. Je vous en ai jamais parlé, mais il est souvent en exposition derrière mes vidéos. Il s'agit du livre des potions, qui est magnifique. C'est Gastrono Geek. C'est un livre en fait qui reprend beaucoup de recettes de livres, de recettes de films qui ont eu beaucoup de succès. Et les photos mazettes sont magnifiques. C'est vraiment de la bombe au niveau de l'esthétisme. J'ai presque jamais osé de l'ouvrir, en tout cas pour cuisiner, parce que je suis une vraie catastrophe. Je pense que le jour où je vais cuisiner la bière au beurre, parce que j'aimerais beaucoup, il y a une bière au beurre là-dedans qui a l'air délicieuse. Enfin, ce livre est sublime, je vous conseille d'aller le feuilleter. Il est encore disponible à la FNAC. Et alors je fais plein de bruit avec les pages, désolée. Voilà, c'est magnifique, franchement. Voilà, je vous montre vite fait. Donc c'est un livre de recettes, mais vraiment inspiré de la culture geek. Donc voilà pour ça. Et maintenant on arrive au top 5 des livres qui pour moi sont les 5 plus beaux livres de ma collection, en passant ceux que je vous ai pas présentés dans cette vidéo. Le cinquième, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez certainement vu dans mes Insta Stories puisque je l'ai trouvé assez récemment chez Pêle-Mêle. C'est Le Rouge et le Noir de Stendhal dans l'édition, je ne sais pas de qui, mais c'est une vieille édition magnifique, je veux pas en savoir plus. C'est donc la première partie. Donc je vous raconterai mes aventures avec ce livre dans ma vidéo book haul. Mais ce livre est beau quoi. Enfin, en plus ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il est hyper aéré avec des illustrations. C'est vraiment très beau. Alors que j'ai une autre version folio, je crois c'est écrit mais tellement petit que même avec une loupe je suis même pas sûre de réussir à le lire quoi. Enfin c'est affolant tellement il est écrit petit. Ici il est vraiment très aéré, les marges sont immenses. Franchement ce serait un réel plaisir à le lire. Le Rouge et le Noir, écrit par Stendhal, a été publié en 1830. Ce livre est un roman initiatique, c'est un roman qui nous raconte l'histoire de Julien Sorel, de sa passion pour Louise, mais aussi de sa passion pour un autre personnage. On va voir vraiment l'évolution de ce personnage dans ce roman, donc tout au long de sa vie. C'est aussi un roman qui est inspiré d'un fait divers que Stendhal a entendu. Le fait divers d'un certain jeune homme qui a assassiné son ancienne maîtresse en plein milieu de la messe. Voilà, c'est toujours sympa. Et du coup, bah, visiblement, Stendhal s'est inspiré de ce fait divers. Je ne sais pas comment, s'il s'est inspiré tout à fait ou si ça nous spoil la fin, tout simplement, puisque je n'ai pas encore lu Le Rouge et le Noir. Donc c'est un livre réaliste, puisque Stendhal est un compositeur. Pardon, un réalisateur, maintenant tout va bien, est un écrivain réaliste, donc on a une importance des descriptions, une importance des détails et surtout chez Stendhal, il semble y avoir une importance de la psychologie des personnages. Ensuite en quatrième position vient Les Contes de Charles Perrault dans cette édition trop chouette. Alors je vous montre quand même le livre. Ça me semble assez important vu que c'est le thème de la vidéo. J'allais parler là comme ça mais je vous ai même pas montré le livre. Le dos est très beau aussi. Et voilà, c'était très beau. Hein. Et on a des illustrations à l'intérieur. Voilà, j'aime beaucoup les livres comme ça. Ici, c'est pas du relié, c'est du carton. Mais c'est très beau quand même. Et c'est écrit quand même assez gros, donc ça c'est cool.
Donc, dans ce livre, nous avons un recueil donc, de tous les contes de Charles Perrault. Alors, ça a été écrit au XVIIe siècle et attention, c'est pas Charles Perrault qui a inventé tous ces contes. Donc, c'est Charles Perrault qui s'est inspiré de la tradition orale. Donc, et du coup, Charles Perrault a décidé d'écrire des contes donc, de la tradition et aussi de réécrire un conte notamment de Boccace, je ne sais plus lequel c'est, mais... voilà, il y a un conte qu'il a réécrit. Le travail que va faire Charles Perrault de ces contes, c'est déjà... un, de les écrire, de deux, de les rendre intéressants pour l'apprentissage des enfants, même s'il y a des choses assez sombres, hein, vous verrez dans ces contes. Et alors, ces contes sont intéressants parce que Charles Perrault rajoute une morale à la fin. La morale n'était pas là au départ, c'est lui qui rajoute vraiment son interprétation du conte avec sa petite morale. Je sais que toutes les éditions ne proposent pas la morale et moi je trouve ça tellement important. Évidemment, ce sont des contes dans une version beaucoup moins édulcorée que dans Disney. C'est vraiment le petit chaperon rouge... il n'en reste pas grand chose à la fin. Voilà pour ce livre, moi j'ai très envie de me lancer dans les contes, vous verrez, hein, j'ai une fascination pour les contes originaux. Donc je suis pas très Disney, je vais me faire taper, mais j'ai pas été éduquée en fait avec Disney, c'est vraiment des Disney j'ai découvert par après. Et du coup j'ai pas cette culture de Disney, et moi j'ai vraiment une envie de découvrir les contes initiaux. Et du coup quoi de mieux que de commencer avec Perrault. En troisième position, un livre magnifique, hein. J'hésitais fortement entre celui-ci et un livre de Colette que je trouve sublime aussi, mais bon j'ai dû faire un choix, il faut faire des choix et donc j'ai choisi Germinal d'Émile Zola qui est magnifique. En plus j'ai déjà Germinal d'Émile Zola, mais il est tellement dans une édition mais merdique, enfin vraiment c'est écrit tout petit, il est jauni, certes c'est l'édition de mon petit papa, mais c'est vrai que voilà, il est pas très beau. Et quand j'ai vu celui-là, comment dire, je tombais jamais en plus sur les Zola dans cette édition là, c'est vraiment complètement par hasard que je suis tombée dessus avec le dos mais magnifique, hein. C'est vraiment sublime et autant vous dire que je l'ai payé combien? 3,50 €. Ah c'est cher par rapport à tout le reste. Donc je vais pas vous parler longtemps de Germinal d'Émile Zola, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu, que ce soit à l'école ou par plaisir parce que c'est un des plus connus et c'est un de ceux qu'on lit le plus facilement. Pourtant j'ai pas l'impression que ce soit le plus facile à lire d'Émile Zola. Du peu que j'ai lu d'Émile Zola, franchement, il y en a qui sont plus évidents à lire. Alors, c'est le 13e roman de la saga des Rougon-Macquart. Dans ce livre, nous parlons d'Étienne Lantier qui va se faire renvoyer par son patron et du coup, il va devoir travailler dans les mines. Ce qui est important dans ce livre, c'est justement la description des conditions de travail effroyables dans les mines. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le livre. C'est décrit de manière extrêmement réaliste le travail dans les mines. Zola s'est renseigné, il a interrogé des gens, il s'est rendu sur place pour écrire ça de manière la plus réaliste possible, hein. C'est le but du réalisme et surtout du naturalisme chez Zola. Zola milite pour une meilleure condition du travail dans les mines et avec ce livre on voit que ça le touche visiblement. Moi c'est un livre que j'ai lu, du coup c'est pour ça que je vous en parle. Zola s'est inspiré d'une catastrophe vers les années 1860. C'est une catastrophe dans les mines qui a touché beaucoup de gens vu que Zola s'en est inspiré pour Germinal et je sais que Marlowe s'en est inspiré pour écrire Sans famille, catastrophe qui a provoqué beaucoup de dégâts. Et donc voilà, ça c'est un livre quand même très très beau visuellement, j'ai hâte de me replonger. Ensuite on arrive au deuxième plus beau livre de ma collection. Il s'agit de Premier amour d'Ivan Tourguenieff. Il est vraiment très beau, j'aime beaucoup cette édition. À l'intérieur il a rien de fou en fait, mais j'avais vraiment envie de le mettre en deuxième parce que je le trouve, je sais pas, il me donne aussi tellement envie, ça joue aussi beaucoup. C'est une nouvelle qui a été publiée en 1860 par Ivan Tourguenieff à Saint-Pétersbourg dans une revue. Cette nouvelle nous raconte l'histoire de Vladimir qui est un jeune garçon de 16 ans qui tombe sous le charme de sa jeune voisine de 21 ans. Sa jeune voisine qui est une fille aux mœurs un peu spéciaux. C'est une jeune fille qui n'est pas tout à fait convenable et c'est la fille d'une princesse visiblement. Et tout d'un coup, il s'avère que cette jeune fille tombe sous le charme du père de Vladimir, donc c'est bien sympa tout ça. Vladimir va les surprendre dans le jardin en train de discuter galamment et du coup il va être fou de jalousie notamment et je sais pas la suite et je veux pas en savoir plus que cette nouvelle. Je pense que déjà tout ce que j'ai dit ça prend la moitié. Ce qui est important c'est que il y a une petite part d'autobiographie en fait dans ce livre vu que visiblement dans la famille Tourguenieff il y aurait des choses un petit peu ressemblantes à ce qui se passe dans cette nouvelle. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et franchement ça me suffit, mais je pense maintenant que je vous en parle comme ça, je pense que je l'ai déjà lu en fait quand j'étais plus jeune. Il fut un temps
où je lisais beaucoup de livres du 19e siècle. Comme vous remarquerez, il y a beaucoup de livres du 19e siècle, hein, tous écrits plus ou moins vers 1860, donc voilà. Et le numéro 1, c'est un livre que je trouve splendide et que j'ai trouvé très récemment, que j'ai acheté parce que je suis faible. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé en seconde main. Il s'agit de Angel et Naïs de Marcel Pagnol. Regardez cette couverture. Regardez ce dos. Mais oh, il est magnifique. Alors on a des photos puisque, je vous en parle juste après. Il y a des dessins. C'est très beau. On a des photos du coup du film, puisque c'est un film en fait. Des dessins mignons, mais c'est surtout la couverture qui est magnifique, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Angel et Naïs? Donc ce sont deux œuvres de Marcel Pagnol. On n'est plus du tout au 19e siècle, on est en 1934. Donc Marcel Pagnol va publier Angel. En fait, il va créer le film Angel. Du coup, le livre, c'est une pièce de théâtre. Alors, est-ce que c'est le script du film ou c'est une pièce de théâtre? Je ne sais pas exactement comment c'est censé être lu. J'ai jamais entendu parler du fait que ça a été joué en pièce de théâtre, mais en tout cas, le film, ça, j'en ai entendu parler, vu que c'est avec Fernandel. Angel est donc une adaptation d'un roman de Giono. Ça nous raconte l'histoire d'Angèle, qui est la fille d'un paysan et qui va être attirée par un jeune garçon. Du coup, elle va décider de suivre ce belâtre et il s'avère que ce belâtre est un proxénète. Et du coup, elle va se trouver mêlée avec un réseau de prostitution. Et quelques mois plus tard, elle va revenir dans sa famille, mais avec un bambin. Voilà, elle sera tombée enceinte à cause d'un client, j'imagine. Et du coup, son père décide de l'enfermer dans une pièce avec le bébé. Et je pense que le rôle de Fernandel dans ce film, en tout cas, c'est, je pense que c'est un serviteur qui va lui apporter beaucoup de gentillesse, vu que c'est pas très cool d'être enfermé dans sa chambre. Naïs, c'est un livre qui, enfin, c'est visiblement une pièce de théâtre dont on a un peu moins entendu parler, qui est aussi un film en fait, et qui a été réalisé par Marcel Pagnol. 1945, Fernandel a aussi un rôle dans ce film. Nous suivons l'histoire de Toine, qui est un valet de ferme et qui est bossu. Toine va tomber amoureux de la fille de son employeur. Et celle-ci, pas du tout, hein, puisqu'il est bossu et que voilà, elle n'a pas du tout envie de se taper un bossu. La fille va tomber amoureuse d'un autre garçon et du coup le père va dénoncer cette relation et je crois que Toine va tout faire pour protéger les amoureux. Donc je pense que c'est un personnage empli de grande bonté, comme souvent avec Fernandel. Et visiblement ce livre a été adapté d'une nouvelle d'Émile Zola, Naïs Nicoulin. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, mais j'ai vraiment préféré parler des livres parce que ça me semblait extrêmement important plutôt que juste vous les montrer. Si vous avez aimé, je serais ravie d'en faire une deuxième puisqu'il y a encore d'autres livres que je trouve très beaux. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits likes. Je fais ma youtubeuse beauté. En tout cas, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!